Bonjour Déborah, Bonjour Astrid. enchantée de t'accueillir pour cette interview dans le cadre de la soirée des lauréates organisée par le magazine Elle et la Tribune. Alors tu fais partie des lauréates et je suis vraiment heureuse de t'interviewer, une femme chef d'orchestre, c'est pas banal. Et j'aimerais je vais te laisser te présenter en quelques mots. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Donc, je suis Déborah Waldman, je suis chef d'orchestre. Et puis, tu l'as bien dit, on est de plus en plus nombreuses. Mais voilà, la petite histoire fait que j'ai été la première en France à être nommée à la tête d'un orchestre national en région. Et Bravo. donc, j'ai ouvert les portes et ça fait quelque chose d'avoir été une pionnière dans les métiers. La première femme à diriger un orchestre national en France. Oui, absolument. Waouh. Avant, il n'y en avait pas. Il Et y avait... comment tu es arrivée à ça? Parce que je sais que Mm. c'est un milieu qui est très difficile. Alors je ne sais pas si tu as un agent, comment ça se passe? Enfin, raconte-nous un petit peu là, comment. Alors, en fait, ma mère, elle est chef d'orchestre. Ah! Donc, quand j'étais très jeune, je les voyais faire et j'étais toujours à ces répétitions. Donc, au départ, c'était des chœurs amateurs que j'ai chanté toutes les voix, j'étais dans le public. Après, c'était des orchestres, j'ai joué dans son orchestre, j'ai participé à toute cette entreprise. Et puis, un jour, elle m'a dit, aujourd'hui, tu fais la répétition. Waouh! Et donc, j'ai dit d'accord. C'était pas forcément une chose que je voulais, moi, être chef d'orchestre. Mais je pense qu'elle, elle a vu quelque chose. Et j'ai fait cette répétition. Et elle m'a dit, bon, et s'il y aura un bis lors du concert, tu le dirigeras. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'avais 17 ans et c'était mon première expérience de chef Incroyable. d'orchestre. Et ça fait un déclic dans ma vie. Je me souviens que depuis ce jour-là, je voulais toujours faire ça. Et je remercie ma mère jusqu'aujourd'hui parce que après même, je voulais être avocate au départ. Mmh. Mais elle a vu ça, elle m'a mis sur la musique et puis c'est vrai qu'on était baignés dans la musique tout le temps. Et j'ai beaucoup voyagé. Tu es de quelle origine? Alors, je suis née au Brésil et j'ai grandi en Israël jusqu'à 14 ans. Mmh. Après, on a déménagé en Argentine. Donc c'est en Argentine que tu as dirigé tes Exactement, premiers toute orchestres? cette Ouais. histoire. Et du coup, en Argentine, la musique s'est imposée Mmh. dans ma vie comme une raison d'être. Et après, je suis venue à Paris toute seule à 23 ans. Et en fait, tes parents bougeaient parce qu'ils étaient justement chefs d'orchestre, ils étaient travaillaient dans la musique? Ma mère, non, c'est juste qu'elle suivait ses amoureux. Ah oui! D'accord. Et donc, elle était en Israël, puis en Argentine, et là, elle est toujours en Argentine. Ah oui, incroyable. Oui, c'est une femme forte. Et donc ton pas de papa? Et mon père, il est toujours au Brésil, Toujours au Brésil? aussi musicien. Donc vraiment une famille de musiciens, Oui. et comment tu as fait justement pour trouver ta place en tant que femme Mhm. dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu, enfin en tout cas en France, moi j'ai pas Oui, une vision à l'international, mais très masculin. c'est vrai. Alors, il faut dire que moi, il y a 15 ans, quand j'ai débuté, et c'était pas le monde d'aujourd'hui. Mmh. Et à l'époque, comment j'ai fait? Donc, j'étais m'inscrire dans une grande institution, les CNSM de Paris. Et j'ai été reçue. Et puis, j'ai été voir les répétitions des plus grandes. Mmh. En l'occurrence, à l'Orchestre national de France, Kurt Masur. Là, il y a eu une place d'assistant. Je me suis présentée, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Mais grand maestro m'a dit « Attention, vous êtes une femme ». Et je me souvenais que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mmh. En fait, pour moi, c'était « Mais je suis Ouais. l'assistante du grand maestro Kurt Masur. Normalement, ça fonctionne au talent. » Ouais. Et donc ça, j'avais 28 ans. Et puis, 15 ans après, en errant dans la nature, en ayant des engagements toujours, mais jamais des vrais postes, Mmh. j'ai eu mon premier poste. Donc, imaginez, 15 ans après, 15 ça ans. veut dire que j'ai pas lâché pendant 15 ans. Et c'est là, quand j'ai appris que j'étais la première, que j'ai un peu refait l'histoire, que peut-être c'était à cause de que j'étais femme, que j'ai pas eu une carrière plus rapide. Mmh. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que le monde a beaucoup évolué et les femmes qui aujourd'hui ont 28, 30 ans, je pense qu'elles peuvent avoir les mêmes égalités des chances que les hommes. Et ça, Ouais. c'est très positif. Ouais, super. Et je sais que c'est très physique d'être chef d'orchestre, et il faut fédérer tous les musiciens aussi. Il y a beaucoup d'humains. Il faut arriver à accorder toutes les émotions du groupe pour que Ouais, ça envoie quelque chose de absolument. merveilleux. Oui. Et comment tu fais tout ça? Je pense que la chose qui nous unit avec les musiciens, c'est la musique. Mmh. Et donc, je pense à mon idée musicale et à comment leur faire
faire la musique le plus haut niveau possible, et avec un élan émotionnel. Et qui, bien sûr, il faut être clair dans la gestique, bien sûr, mais d'abord, c'est dans la tête. Et puis, les regards, il faut les observer. Il y a une espèce de magnétisme que, quand on regarde quelqu'un, il joue différemment, naturellement, parce qu'il a une attention. Et une fois, si j'arrive à faire ça, à ce moment-là, on arrive à cette fédération du groupe et donc la musique s'est produite. Et si on fait un parallèle avec l'entreprise, tu vois, un dirigeant qui, en fait, c'est ses musiciens, c'est tous ses collaborateurs, c'est toutes ses équipes. Comment dupliquer finalement ce que tu as compris? Parce que je sens que c'est une espèce de danse entre, tu vois, toi, là où tu veux emmener les gens et les cueillir là où ils sont, tu vois. Absolument. Il faut s'appuyer sur leur expertise et ça, il faut vraiment respecter parce que chacun, s'il est là, c'est qu'il a une place importante, qu'il a fait beaucoup d'études, qu'il est expert dans son domaine. Et ça, je respecte vraiment à fond puisque après, avec toutes ces expertises-là, je dois construire. Et l'heure de vérité, c'est vraiment les concerts. Parce que la répétition, des fois, oui, il y a des meilleurs, mais si on arrive vraiment à les amener quelque part au concert, c'est là qu'on est bon chef. Et c'est quoi ta vision, en fait, pour justement emmener tout le monde à ce niveau-là? Alors, j'ai une vision assez, disons, horizontale, parce que je prétends à essayer de les convaincre avec moi. C'est plus dur, parce que peut-être c'est plus simple de venir dire piano, forte, suivez-moi. J'ai eu un chef d'orchestre, un homme que j'ai coaché aussi et qui avait beaucoup de mal justement parce que ça résonnait pas. Et on a fait tout ce travail d'éducation, de connexion émotionnelle. Et c'est justement, ça m'intéresse que tu m'expliques comment tu fais. Parce que... j'essaie déjà d'abord leur montrer que je suis capable de les communiquer sans parole parce que c'est ça eux ils jouent, mais moi je joue pas. Et si je raconte des histoires, c'est pas intéressant. Je dois leur montrer mon habileté, mon virtuosité de chef. C'est-à-dire si j'arrive à vraiment les faire respirer ensemble, anticiper, à leur faire vraiment jouer piano, à leur faire des phrases ou des choses intéressantes, mais sans parler. Ça, c'est le plus dur. Une fois qu'on a, disons, on a installé cette connexion, à ce moment-là, j'ai construit la répétition et puis j'essaie de donc convaincre, mais chacun. Les derniers pupitres, les derniers contrebasses, les deuxièmes flûtes, parce que chacun est important. Dans la partition, tout le monde est important, c'est ça qui est intéressant. Et il y a combien de personnes? Ça dépend, ça peut être entre 20, le petit orchestre. Là, à ce moment, je dirais, ils sont 70 et 50 choristes, 7, plus la maîtrise, ils doivent être 100, 120. Et comment tu fais pour regarder chacun? Parce que ça fait ça. Et puis, on regarde ce qu'il faut au moment où il faut. Mais ils doivent sentir qu'on est avec eux tout le temps. Et c'est ça qui est beau. Je trouve que si on arrive à que tout le monde soit engagé tout le temps. Est-ce que tu ne crois pas que justement le fait d'être une femme avec ta sensibilité et ton intuition, c'est justement aussi un atout dans ce métier? Aujourd'hui, oui. Mais au départ, je pensais que c'était peut-être un défaut. Parce que justement, je n'avais pas cette naturel d'aller venir et juste dire ce qu'il faut faire. Et je me souviens, un de mes profs un jour m'a dit, mais juste dis-leur ce que tu veux. Mais c'était un peu contre nature parce que moi, je voulais leur demander, est-ce que vous pouvez faire ça? Et s'ils acceptent, ça va être encore mieux. Et du coup, un jour, je suis allée voir une répétition d'une femme chef d'orchestre qui a dit, est-ce que vous pouvez faire ça dans une très grande orchestre parisienne? Je dis, mais en fait, on peut rester soi-même et tout de même obtenir ce qu'on veut d'un orchestre professionnel de très haut niveau. Donc, il y avait un équilibre à trouver, en fait. Une manière de communiquer qui était peut-être nouvelle aussi pour le métier. Est-ce qu'il y a un jour où ça a vraiment été difficile, où tu n'as pas réussi, en fait, à emmener l'orchestre Oui, ça arrive des fois que si on n'arrive pas à communiquer pour une raison ou pour une autre, souvent c'est des raisons extra-musicales parce qu'il pleuvait, mais qu'on se retrouve un peu dans les places dès que voilà, on est la faute de tous les malheurs du monde, c'est nous, les chefs d'orchestre, des fois. Et à ce moment-là, il faut se connecter avec la musique. Et ça m'est arrivé déjà de diriger un groupe avec qui ça s'est pas bien passé, faire un super concert, et à la fin du concert dire mais
c'est qui ces gens, je veux plus le voir. Ah oui. Donc, arriver quand même à fédérer. Mais quand même, au moment de la musique, je trouve qu'elle est plus forte, en fait. Ouais. Et donc, on connecte parce que même eux, c'est malgré eux, ils font de la musique et moi aussi. Donc, il y avait quand même, au moment du concert, il y avait quand même la connexion. C'est super intéressant ce que tu dis parce que parfois, je fais toujours le parallèle avec l'entreprise, mais c'est la même chose, c'est que tu travailles avec des humains qui seront jamais tes amis. Exact. Mais se rappeler que la musique, c'est le projet commun, en fait. Exact, c'est notre langage. C'est ça. Et que tout le monde mette bien son focus au bon endroit. Absolument. Parce que si on se mord les uns les autres, finalement, on en oublie l'essentiel. L'essentiel. On est là pour ça, il ne faut jamais oublier ça. De quoi tu es le plus fier? Peut-être d'avoir ouvert les portes. Oui. Voilà, je vois maintenant qu'il y a des jeunes qui... Je sais que dans 15 ans, ils vont se retrouver dans les lieux où j'ai rêvé d'être. Et je trouve que j'ai ouvert les portes. C'est pas mal. Pionnière. Voilà. Pionnière. Et c'est quoi ton rêve à toi là, pour la y arriver. Un jour tout de même. Arriver à quoi? À des très grands orchestres. Tu as des noms? Oui. Bon, tout le monde rêve sur la Philharmonie de Berlin. C'est un lieu un peu mythique que j'aimerais arriver un jour. Donc, dans 10 ans... Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est sur les chemins et ça devrait arriver. Ça arrivera quand ça doit arriver. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à traverser pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? C'était il y avait ces regards extérieurs, non? Et il y avait ce que moi, je savais faire. Et je trouve qu'il y avait un décalage entre ces regards et mon talent, qui faisait finalement ce plafond de verre qui n'a pas pu, qui est à 31 ou 32 avec les talents que j'avais à cet âge-là, je trouve décoller de façons qui aujourd'hui auraient été différentes. Et je pense que c'est ça, ce décalage entre les regards extérieurs et ce que j'étais à l'époque. C'était ça le plus dur. Est-ce qu'en fait, les autres voyaient ton talent et toi, tu te minimisais? Non, je pense que tout simplement, il n'y avait pas la place pour les femmes chefs d'orchestre à l'époque. Pas comme les hommes. Quand j'avais 30 ans, donc j'étais assistante des courtes mazurs, c'est déjà énorme, mais on n'aurait jamais confié à une femme une grosse production d'un festival très important. Parce que ça ne se faisait pas. On leur aurait donné un concert pédagogique, un concert famille du dimanche matin, mais pas la grosse production. Et là, il y a 3 ans, on a confié à une jeune femme en Tosca au Festival de Orange et j'ai trouvé ça formidable. Et est-ce qu'il y a de la place pour une vie de famille à côté de cette vie de chef d'orchestre? Parce que j'imagine que tu es appelée un peu partout. C'est vrai que là, le rythme, il est très intense. Et du coup, c'est vrai que la famille se sont habitués que je ne sois pas beaucoup là. Mais voilà, comme j'ai erré un peu dans cette nature pendant 12 ans, j'ai vu grandir mes enfants parce que j'étais là. J'avais pas encore aussi autant de concerts. C'était un cadeau caché et tu as eu le temps pour eux. C'était ça. Je les ai vus grandir. Je ne saurais pas comment faire aujourd'hui s'ils avaient encore été bébés. Donc là, ils viennent au concert et pour moi, c'est le justificatif de leur dire, voyez, c'est pour ça que j'étais pas là. Et je pense que quelque part, c'est quand même... ça justifie. Et ils sont musiciens, tes enfants? Alors, mon petit, il fait du violoncelle. Et il est musicien, donc. Et il a 10 ans, donc c'est pas encore... Et puis la grande, elle a 16 ans. Elle a fait de l'alto. Et là, elle a changé, elle veut faire du chant lyrique. Parce qu'elle me voit faire des opéras. Et du coup, comment ça fonctionne là? Tu as un agent qui te place, entre guillemets, pour des prestations dans des... Oui. Après, une fois qu'on est un peu... Moi, j'ai commencé à exister après ma nomination à Avignon. Et donc, on est appelé, puis quand ça se passe bien, on est rappelé. J'ai des agents un peu par chaque pays. Parce qu'à la place d'avoir un grand international, j'ai opté pour avoir plusieurs, mais chacun vraiment expert dans son pays. Donc, j'ai un agent en Italie, un autre en Allemagne, Autriche, un autre en France pour l'opéra et un autre symphonique pour l'opéra. Donc, tu es bien entourée. Oui, on est obligé d'avoir une espèce de gens qui croient en vous. Qui essaye de vous donner votre nom, qui suit, si ça se passe très bien, qui suit encore, parce que rien n'est jamais gagné dans ces métiers. Même si on a fait un super concert, les lendemains, c'est comme si rien rien ne s'était passé.
il faut refaire ses preuves, parce que c'est comme un musicien d'orchestre. Tous les jours, quand il joue, la note, il doit être excellente. Les lendemains aussi, c'est pas parce qu'il a fait une super aujourd'hui que demain, ça va être automatiquement. Nous, c'est pareil. Et en fait, quand tu es appelé, par exemple, en Italie pour une prestation, j'imagine qu'il y a les répétitions, c'est toi qui les fais ou et quand tu arrives, ils sont déjà préparés? Alors, les orchestres professionnels, ça se passe comme ça. Quand on est chef invité pour les symphoniques, on arrive juste 3 ou 4 jours avant. Et comme c'est un orchestre professionnel très haut niveau, en 3 jours, on monte la chose et on fait 1, 2, 3 concerts, ça dépend. Et si c'est un opéra, c'est un peu différent parce qu'il y a les répétitions scéniques. C'est-à-dire, l'orchestre n'est pas encore là et c'est avec piano, mais avec les chanteurs. Et donc, les chanteurs sont là, ils travaillent leur déplacement, leur position. Et là, j'aime beaucoup parce que ça nous donne du temps. Ça nous donne 3 semaines de vraiment créer un lien, de réfléchir à une conception commune, élaborer la pensée d'un tel ou telle musique. Et à la fin arrive l'orchestre, donc le même rythme, 3-4 jours, c'est un orchestre et les représentations. Et en quoi tu amènes quelque chose de complètement nouveau dans ta manière de... Alors, je me suis posé cette question. Je me disais que chacun de nous, des chefs, des artistes, a son être. Et on dirige ce qu'on est. Et il y a des façons de diriger à battre la mesure, à montrer. Mais c'est pas ça pour moi, la direction d'orchestre. C'est plutôt à juste les amener à faire la musique avec moi et à les guider dans ça vers autre chose. C'est-à-dire que vraiment essayer que chacun veuille donner le meilleur de soi-même, avec une conviction profonde que c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce que moi j'aime parce que je trouve que ça s'entend. Si on le fait avec conviction, ça s'entend que c'est juste si on fait les notes parce qu'on est payé, parce qu'on a une répétition aujourd'hui. Mais c'est valable dans tous les domaines, pas que dans la musique. Et j'imagine que les personnes qui mettent leur trip dans la musique, ils deviennent les meilleurs musiciens. C'est possible, oui. Mais je trouve que c'est à la fin, une fois qu'on est dans les très hauts niveaux, il y a quand même un truc musical, mais moi j'y crois. Il y a une espèce de sublimation musicale. Ah ouais, tu penses que des moments de grâce comme ça. La musique, l'humain donne son énergie à la musique et après la musique fait son... Voilà, la musique, on lui donne l'espace d'exister et après, on est à son service, complètement. Et quand on est tous à son service, c'est beaucoup mieux que si on est juste à mon service, moi, chef d'orchestre ou un chanteur ou je ne sais pas quoi, parce qu'on est galvanisés tous vers un autre ailleurs. Oui, au service du projet. Exactement. Et le projet existe même si une personne sort et qu'il y en a une autre qui vient... C'est la musique de Mozart, c'est la musique de Verdi qui nous galvanise, qui nous donne quelque chose pour lequel on existe. Et en fait, pourquoi tu fais tout ça ? C'est très dur à dire. Une très bonne question. Je pense que la musique, c'est ma raison d'être. Vraiment, je ne me vois pas faire autre chose. Et c'est une chose dont j'ai besoin tous les jours. C'est presque vertigineux, mais quand je le fais, je suis tellement heureuse. Et tout peut être mauvais à côté, mais quand je fais de la musique, c'est comme... Je sens que c'est ma mission, voilà. Et quelque part, c'est une lumière que je peux donner au monde. Ouais, ta manière d'éclairer le monde, tu fais ta part. Exact. Oh, c'est joli. La méthode, je pense que c'est de se connecter avec la musique et d'essayer à eux leur donner à manger musique. Et si ils ont à manger, ils oublient toutes les autres fréquences. Parce que oui, ils avaient des enfants qu'ils ont déposés à l'école, que peut-être les fenêtres à changer à la maison, je ne sais pas, plein de choses. Et des petites choses au quotidien, mais c'est ça. Je pense qu'il faut leur donner la consistance musicale artistique. Et s'il y a ça, toutes ces choses-là s'effacent. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça fait changer leur état cérébral. Et quand tu changes ton état cérébral et que ton niveau de... Toi, ils savent techniquement ce qu'ils ont à faire, mais du coup, il y a quelque chose qui se relâche au niveau de la pression et du stress. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on sonne beaucoup plus juste humainement. Donc, je pense que, d'une certaine manière, c'est ce que tu fais en les fédérant sur la musique, le projet. En fait,
tu les aides à se réajuster, tu vois, pour servir la musique. Oui, et ça fait qu'on entend justement si Ouais. les sons est cohérent, si les sons est... Et ça, c'est la sonorité d'un orchestre. Je me rends compte des fois quand arrive à un orchestre, je dis, ah, ils ont une super belle sonorité. Mais à la fin, je trouve que quand même mes bras et le fait juste de communiquer avec eux a fait qu'il y ait autre sonorité. Ouais. Et c'est ça notre travail, agir vraiment sur ça. Comment tu apprends la gestuelle des mains? C'est instinctif ou il y a des mouvements que tu as appris? Alors, il y a une technique. Ouais. Oui, parce que physiquement, c'est fatigant. Non, parce qu'on peut faire ça et diriger. Ah oui? Oui, on peut vraiment diriger très petit. On n'est pas obligé de... Mais c'est vrai que donc la technique, c'est 1, 2, 3, 4, Ouais. parce que ça doit être lisible et compréhensible. Mais après, il n'y a pas de vraie école, et chacun fait à sa manière. Et des fois, moins précise vous êtes, plus ils sont ensemble. Ah oui. Parce qu'il faut... Et des fois, ils n'aiment pas ça, mais ça sonne trop bien. Donc, où là, par exemple, on est sur une pièce, Cavalleria Rusticana, qui est du vérisme italien. Et la pièce, c'est un chef-d'œuvre. Et elle est écrite d'une façon que si je le fais en mesure, ça va être très chiant. Il faut toujours bouger des dents. Donc, si vous avez une mesure 1, 2, 3, 4, ça sera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, tu par rapport rythme, à ce qu'il y a la musique nous dicte. Ouais. Et donc, ce qu'a fait qu'ils sont obligés de me suivre. Et au départ, je sentais qu'ils voulaient que je leur donne un résultat. Et donc, ça sera toujours comme ça? Non. Ça sera à peu près toujours comme ça, mais à chaque fois, ça va être différent. Ouais, du coup, tu gardes leur attention, finalement, tout le long, et ils sont en haleine tout le long de... Tout le long, et que ça soit vivant. Parce que si on met automatique, ok, paf, c'est pas intéressant, ça sent mort. Et c'est pour ça qu'on est là, le chef d'orchestre, pour insuffler de la vie à chaque instant. Insuffler de la vie à chaque instant. Et ça, en entreprise, c'est beau. En fait, il y a des vrais parallèles je comprends. entre les deux. C'est maintenir en haleine, garder la vision et garder le souffle. Motiver. Et mener, aboutir, faire rêver, toujours plus. Ça n'arrête jamais. Et quel instrument tu pratiques, toi? Alors, j'ai commencé avec le piano, mais j'ai toujours voulu la flûte traversière. Et donc, tu fais la flûte aussi? Et donc, quand on a déménagé en Argentine, j'ai fait la flûte. Ça t'arrive d'être de l'autre côté et de... Aujourd'hui, non. Non. Quand j'étais jeune, oui, mais au moment où la direction est devenue vraiment importante, j'ai plus le temps de travailler. Et surtout, j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 14 ans, la flûte, et je pouvais plus atteindre le niveau que je voulais. Et du coup, je joue tous les jours un peu, mais voilà, pas de façon professionnelle. Tu continues à te former? Oui, tout le temps, tous les jours. C'est quoi les formations, du coup, pour s'améliorer en tant que chef? Alors, je pense que ça vient par étapes. Une fois qu'on a compris quelque chose, et j'aime bien discuter avec des chefs plus âgés que moi, donc qui ont 20 ou 30 ans plus d'expérience, et voir les partager. Et c'est les questions qu'on se pose qui nous font évoluer, n'est-ce pas? Et au moment où on se pose les bonnes questions, je trouve qu'on franchit les paliers. Donc, c'est ça pour nous, la formation. Donc, l'art de se poser les bonnes questions. Exactement, toujours. Et comment on peut se poser les bonnes questions? Quand on voit que quelque chose ne va pas, c'est qu'il faut se poser des questions. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Il y a une dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvais orchestres, il y a des mauvais chefs. Et c'est pas mal. Au départ, je pensais non, mais en fait, non. Quand le chef, il est bon, quoi qu'il arrive, l'orchestre va sonner à la fin. Et ça, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir en tant que chef d'orchestre, mais également quand on gère des humains, on gère des équipes. C'est quelque chose qui est à retenir. Comment tu gères la critique? Moi, je pense que celui qui sait vraiment, c'est nous. L'artiste, il sait s'il était bon ou pas. Si je sais que je fais un bon concert et qu'après je lis une critique qui est... Je dis, bon, les pauvres, ils n'ont pas trop bien compris et j'ai un peu pitié. Après, si je sais que je n'étais pas au top, ça peut arriver. Et en Italie, c'est très fort, ça, un effet des huées. En France, pas trop.
dans les pays, par exemple en Angleterre, des pays de Galles, il y a eu les mauvais personnages. Ah ouais? Les personnages qui étaient les méchants, ouh, alors que c'était un super chanteur. Mais c'est trop drôle, mais voilà, c'est des coutumes. Des coutumes, ouais. Et nous, en France, j'ai pas eu ça encore, non. Non. Quel est le moment le plus drôle ou la petite anecdote que tu as pu vivre parce que je suis sûre qu'il y en a plein, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'est arrivé une fois où je suis arrivée et j'avais pas les mêmes concertos que l'orchestre. Ah oui! Et donc, il fallait apprendre vite. Ou bien que j'avais, moi, les mêmes concertos que l'orchestre, mais pas les solistes. Et comment vous faites dans ces cas-là? Et en fait, les solistes, il était trop gentil parce qu'il n'y avait pas les matériels qui pouvaient débarquer. Donc, il a appris en une nuit les concertos qu'on avait, nous. Ça, c'est des misunderstandings, des informations qui n'ont pas circulé. Opus 14, numéro 14, c'est pas la même chose. Ça m'est arrivé. Ah ouais, mais vous avez géré. Oui, ça va. Et la plus grosse, je sais pas, le plus gros couac que tu as eu dans un orchestre? Tu n'as jamais envoyé ta baguette, Oui, c'est arrivé. Et c'est plutôt des bons signes, je trouve. Ah oui? Quand la baguette dégage, c'est que c'est énergie qui circule. Et ça m'est arrivé 2 fois. Oui, des fois, quand on arrive dans la fosse, elle est tellement haute que même si je suis debout, on ne me voit pas. Ah oui. Et donc, quand j'arrive, normalement, je salue le public. Donc, je monte sur une chaise pour qu'on me voie et je redescends. Je trouve ça... Et du coup, le public me disait « Ah, c'est mignon, on voit votre tête. » Et hop, vous disparaissez. Oui, en fait, on ne te voit pas, tu es de dos. Oui, déjà, je suis de dos parce que mon travail, c'est faire ça et que ça aille là-bas après. Ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Ouais, c'est joli. Et est-ce que tu as du coup des artistes renommés qui ont demandé à travailler avec toi? Alors, on a toujours une famille de musiciens avec qui on s'entend et qu'on aimerait fréquenter de plus en plus. Et ça fait de nous des alliés, des ambassadeurs. Mais ici, concrètement, à Paris, j'ai la chance d'avoir un orchestre d'intermittents dans lesquels, donc, c'est moi qui choisis les musiciens, même les premiers violons, j'ai choisi. Ah oui. Et donc, j'ai deux premiers violons qui se tournent à chaque fois parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Ouais. Et puis, je peux choisir les solistes et c'est vraiment les sur-mesure, humainement et artistiquement. C'est vraiment très rare. Et humainement, comment c'est le monde de l'orchestre, la musique classique? C'est comme, je pense, comme une entreprise. Quand on vient travailler tous les jours et on côtoie tous les jours les mêmes personnes, il y a aussi des conflits permanents. Et je pense que le travail des chefs d'orchestre et aussi surtout les DG, les directeurs généraux, c'est d'être à l'écoute et d'essayer de les résoudre. Alors, des fois, c'est des conflits qui sont là depuis des années et personne n'a rien fait. Et il faut, je pense, toujours quand même essayer de faire quelque chose. Si on le laisse comme ça, à la fin, ça va s'entendre. Et puis, c'est pas agréable comme ambiance. Donc, il faut quand même toujours mettre en place soit des médiations, soit des formations, comme dans une entreprise. J'ai toujours rêvé de faire ça avec un orchestre, mais je n'ai pas encore réussi. De faire comme une espèce de journée de coaching ou team building. Oui, je trouve que ça serait génial pour un orchestre. Astuce à lancer. Team building pour les orchestres. C'est ça. C'est quoi ton actualité, du coup, en ce moment? Donc là, à ce moment, je suis à Dijon, à l'Opéra, pour Cavalleria et Pagliacci. Hier, on a eu la générale et demain, la première. Ah oui. Et donc, j'ai fait un aller-retour. Juste pour vous honorer. Bon, je suis vraiment touchée. Parce que ça me fait très plaisir. Bon, merci. Oui, parce que c'est très intense, c'est très physique, parce que c'est... Donc, ça dure 3 heures et donc c'est 120 musiciens, entre les choristes, solistes, musiciens d'orchestre. Et c'est très intense. C'est 2 tragédies, une après l'autre. Donc, on est obligé d'être dans les pathos constamment. C'est pas trop dur, du coup? En fait, j'aime bien parce que je déconnecte. Et à un moment, j'oublie, je suis que dans l'œuvre et je redescends sur terre après. Et c'est ça qui est beau quand on arrive à que tout le monde soit avec vous sur ce nuage, entre guillemets, sur cette performance. Et il te faut combien de temps pour atterrir après? Parce que j'imagine, c'est tellement intense que tu dois avoir besoin d'un peu de temps pour reconnecter avec la réalité, c'est vrai. Ça prend 2 heures au moins. 2 heures? Oui. Tu fais quoi, du coup, pour récupérer dans ces moments-là? Déjà, il y a 2 heures avant, 2 ou 3 heures où avant. tu es concentrée. Où je coupe, où je suis avec la partition.
comme les sportifs de haut niveau qui regardent sa piste et ce qu'il va faire, bah moi, je regarde ma partition. Et puis après, ce que j'ai fait, bah soit on va avec les gens, les musiciens. C'est bien je trouve que de compresser ensemble, c'est bien. Ou bien j'aime lire, parce que souvent on se retrouve tout seul dans l'appartement ou l'hôtel où on est. Et donc il faut ou bien écouter un podcast ou un peu, essayer de détendre autrement. Mais ça prend quand même. Ouais, ça prend du temps. Parce qu'on ne peut pas aller dormir tout de suite. Oui, il y a trop d'énergie en fait. Oui. Et parce qu'il y a toute l'énergie de l'orchestre, la tienne, celle de la salle. Enfin, tout le monde a été embarqué. Oui. C'est puissant, hein? Oui, c'est très puissant, en effet. Mais en même temps, c'est grisant. Et quand tu fais pas enfin, après, c'est ton métier, donc tu en fais tout le temps. Mais quand tu arrêtes, ça te manque pas? Oui. Si. Oui. En fait, là, je suis sur une période où je dirige beaucoup. Donc, je profite. Je dis, tant qu'il y a à manger, je mange. Et je sais qu'il y avait des périodes, tous ces 12 ans que je vous ai dit, où j'ai mangé 2 fois par an, ou 3 ou 4, et après ça devenait 10, et après 15. Et là, c'est presque tous les jours. Là, depuis le 2 septembre, je pense que j'ai eu 5 jours off. Ah ouais. Mais entre répètes et tout ça. Donc, c'est vraiment intense, mais en même temps, c'est ce qui permet C'est comme l'athlétisme. Donc, plus on court, mieux on est, et donc mieux on est en forme. Et vraiment, je le vois comme ça. Parce qu'après, la tête, elle travaille différemment aussi. Donc, plus je suis en contact avec les sons, pas que avec les partitions dans ma tête, mais les vrais sons, parce que ça, avant, il n'y avait pas tout le temps. Et comment tu faisais? C'était dur, non? C'était Émotionnellement, dur. comment tu Émotionnellement, j'allais à des répétitions. Ah oui, pour J'avais avoir besoin ça. du Ah temps. oui. Même si c'est des autres, ou bien sûr les concerts, mais des répétitions où on voit les chefs travailler. J'avais toute cette période où j'avais pas beaucoup de choses, il y a 15 ans, et j'étais toujours des répétitions des grands chefs. Oui, en fait, tu avais besoin de te nourrir avec la musique. Oui. Et qu'est-ce que tu ressens? Tu nous l'as déjà dit, mais j'aimerais que tu le redises quand justement la musique te fait quoi à l'intérieur? Alors la musique, je trouve que ça touche tellement profond dans l'âme que moi, ça peut me faire pleurer, ça peut me faire être juste heureuse. Et ça me fait aussi voyager d'une façon non intellectuelle. C'est pas juste l'émotion, parce que le discours musical, on le comprend. Et donc, quand j'écoute une musique, j'essaie de comprendre ce qu'il veut l'auteur et ce qu'il veut aussi l'interprète. Et là, j'ai passé un cap où je ne peux presque plus écouter des disques. Ah oui. Parce que ce n'est pas la musique vivante. J'écoute, par exemple, une œuvre, un disque, parce que c'est méconnu, parce que je la connais vraiment pas. Mais si c'est une œuvre que je connais, je veux vraiment savoir la vision du chef, ça devrait être live. Ouais. Il y a un souffle. Oui, tu veux de la musique vivante. Exactement. C'est génial ce que tu racontes, parce qu'avec l'IA aujourd'hui, qui est capable de créer un chœur, une musique d'orchestre, il n'y a pas ça. Non, et ça, c'est le seul trésor qu'on a et que aucun ordinateur pourra jamais faire. Et c'est peut-être un cri à l'humanité. Comprenez notre trésor. Mais est-ce que tu crois que tous les humains sont sensibles à ce niveau de perception? Oui, je pense que c'est pas besoin d'avoir des connaissances. Ça, c'est au-delà de la connaissance. On peut ne rien comprendre à la musique, aller à un concert, la 6e de Tchaïkovski, et rester scotché et dire, mais à partir de maintenant, je vais tout... C'est parce que la musique, elle nous prend. Et c'est ça qui est beau. Sinon, il n'aurait pas survécu autant, comme la culture qu'on a, non? En tout cas, merci beaucoup, Déborah. C'est précieux plaisir. Et c'est un métier qui est peu connu. Et je trouve ça tellement inspirant. Il y a tellement de parallèles avec l'entreprise et même dans la compréhension de l'humain. Tu vois. Et puis, finalement, l'énergie est la musique est une fréquence, c'est une énergie aussi. Vibration. Et c'est des vibrations. Et en fait, tu en parles tellement bien, presque comme une personne à part entière, tu vois, qu'on aurait envie de côtoyer plus. Donc, et qui fait du bien. Oui, avec plaisir. Merci, Déborah. Merci à vous. On se retrouve ce soir pour t'applaudir, pas devant un orchestre, mais comme une femme inspirante. Merci beaucoup. Avec plaisir.